La fréquence est tellement lente qu'elle nous paraît statique à notre échelle. Ce que l'on appelle donc le spirituel n'est que la forme de fréquence élevée, vibrant tellement vite à l'inverse que nous ne la percevons pas. Pour rappel, l'œil humain ne perçoit qu'un spectre infime de fréquence, soit la lumière visible, représentant un spectre de lumière compris entre 380 et 780 nanomètres. Si vous vous demandez donc pourquoi nous ne voyons pas telle ou telle chose, c'est simplement car notre œil ne peut percevoir ce genre de choses, car les fréquences supérieures à 780 nanomètres ou inférieures à 380 nanomètres n'appartiennent plus au domaine du visible. Ainsi, elles échappent à notre vision quotidienne, mais ce n'est pas pour autant qu'elles n'existent pas. Les ondes de téléphone, par exemple, nous savons qu'elles existent, mais nous ne les voyons pas. De même, lorsque vous allumez votre radio pour écouter de la musique, cette musique est une fréquence invisible, captée et convertie de sorte à vous la transcrire en son audible. Mais il est tout de même possible de capter et de voir des choses en dehors de notre spectre de la lumière visible. Mais pour cela, il faut apprendre à percevoir grâce à d'autres organes du cerveau. L'œil perçoit la lumière visible, qui est une fréquence via l'iris, et la convertit en image visible dans notre cerveau. Maintenant, un autre organe de notre cerveau, nommé la glande pinéale, est lui aussi capable de capter et de convertir des fréquences en images lorsqu'elle est activée. Maintenant, le quatrième principe connu des anciens est le principe de rythme, défini par la phrase suivante. Tout s'écoule, au-dedans et au-dehors. Toute chose a sa durée. Tout évolue puis dégénère. Le balancement du pendule se manifeste dans tout. La mesure de son oscillation à droite est semblable à la mesure de son oscillation à gauche. Le rythme est constant. Ce principe évoque plusieurs aspects, notamment le flux et le reflux présents en toute chose, tels que la montée et la descente, comme les marées montantes et descendantes. On peut le comparer au cycle naturel de la vie, tels que la naissance et la mort par exemple, ou encore l'été et l'hiver, l'automne et le printemps, le début et la fin, l'échec et la réussite, et ainsi de suite. Nous pouvons observer ce phénomène dans divers cycles qui semblent se répéter, que ce soit dans la vie quotidienne ou dans la société en général. Cependant, il est essentiel de comprendre que ces cycles peuvent être modifiés. En d'autres termes, bien que la loi des cycles soit une réalité, il est tout à fait possible de créer de nouveaux cycles. Cela signifie qu'au lieu de simplement répéter les cycles passés, il est possible de les briser pour en initier de nouveaux. Mais pour cela, il est nécessaire de mettre fin à l'ancien cycle. C'est pourquoi parfois, nous traversons des périodes de bouleversement dans nos vies, afin de laisser place à de nouveaux cycles, meilleurs que les précédents. Cependant, cela peut parfois impliquer un grand chamboulement, voire un effondrement de la vie précédente, pour laisser la place à une nouvelle existence. C'est d'ailleurs l'un des principes clés de la manifestation. Lorsqu'une personne manifeste un avenir différent du présent, il est fréquent que sa vie antérieure subisse des bouleversements, ce qui peut initialement susciter de la crainte, mais qui permet en réalité de faire place à la création d'une nouvelle vie. Dans notre vie en général, si nous aspirons à un changement, il est impératif de nous détacher de notre passé, de notre ancien moi, afin d'incarner notre moi futur. Par exemple, si une personne souhaite changer de travail pour obtenir un emploi mieux rémunéré et plus enrichissant, elle devra d'abord se visualiser mentalement dans ce nouveau rôle, puis adopter des pensées et des actions en conséquence. Pour mener une nouvelle vie, il est nécessaire de devenir une nouvelle personne. Et cela commence dans l'esprit. Les hermétiques appellent cela la loi de la transmutation mentale. En neurosciences, on parle de reprogrammer son subconscient. Il est crucial de comprendre que tout commence par la pensée. Nos actions, nos choix et nos habitudes sont inscrits dans notre partie inconsciente. Lorsqu'un individu parvient à rendre son inconscient conscient, il prend alors le contrôle de sa vie et n'est plus dirigé par ceux que l'on pourrait appeler le destin. Les textes hermétiques le disent de la manière suivante. Tout individu peut changer ses vibrations mentales par un effort de volonté en fixant son attention sur l'état désirable. Rappelez-vous, l'énergie circule là où va l'attention. Là où l'énergie va, la chose grandit. Ne combattez pas ce que vous détestez, mais nourrissez ce que vous aimez. Tout cela nous ramène à la dernière loi universelle, le 5e principe, qui est le principe de cause et d'effet. Celui-ci est défini par la phrase suivante. Toute cause a son effet.
Tout est fait à sa cause. Tout arrive conformément à la loi. La chance n'est qu'un nom donné à la loi méconnue. Il y a de nombreux plans de causalité, mais rien n'échappe à la loi. Ici, nous arrivons au fait que la chance n'existe pas, que rien n'arrive par hasard. J'ai placé cette loi en dernier, car il est important d'avoir compris les autres pour comprendre celle-ci. Nous avons vu le principe de correspondance, l'interconnexion et l'échange constant d'informations à travers des fréquences invisibles à nos yeux. Et nous comprenons maintenant que l'univers fonctionne comme un système interconnecté, échangeant des informations en permanence, et c'est ainsi que toute chose se forme. Les événements qui nous arrivent ne sont pas dus au hasard, mais ils ont tous une cause et un effet. Je ne parle pas ici du juste et de l'injuste, mais simplement du fait que chaque cause a son effet, comme l'explique ce principe hermétique. Des recherches en neurosciences, par exemple, ont prouvé qu'un individu peut influencer son épigénétique par la pensée, c'est-à-dire l'expression de ses gènes, pour guérir d'une maladie. Mais il peut également à l'inverse se la créer. Certaines maladies sont en quelque sorte le fruit des pensées. Mais il y a deux facteurs. Il y a le facteur extérieur, soit la fumée de cigarettes et les choses nocives pour la santé, qui peuvent provoquer des maladies. Et cela, nous le savons tous. Maintenant, l'environnement intérieur est également un des facteurs de maladie ou de guérison. Le sentiment d'anxiété, par exemple, envoie un signal à l'organisme via les réseaux neuronaux, donnant l'ordre de libérer les hormones du stress telles que le cortisol et l'adrénaline. Ces hormones vont mettre notre corps en mode survie, et celui-ci va consacrer toute son énergie à l'augmentation de l'afflux sanguin, la dilatation des pupilles et l'augmentation du rythme cardiaque. Mais à l'inverse, moins d'énergie sera consacrée aux défenses immunitaires. Le corps réagit ainsi aux signaux de nos pensées. En revanche, une émotion supérieure telle que l'amour envoie un autre type de signal ou d'information, donnant l'ordre de libérer des hormones telles que de l'endorphine et de la sérotonine, ainsi que d'autres substances chimiques, consacrant cette fois-ci davantage d'énergie dans les fonctions internes, telles que la régénération des cellules, des tissus et l'augmentation du système immunitaire. D'ailleurs, le Dr Joe Dispenza a mené des recherches à ce sujet, et celles-ci ont prouvé que lorsqu'un individu ressent des émotions supérieures comme la joie et l'amour pendant 5 à 10 minutes par jour, il parvient à augmenter de 49,5% le taux d'immunoglobuline A, soit un anticorps surpuissant responsable des défenses immunitaires. Actuellement, guérir par la pensée n'est donc plus quelque chose de mystique, mais quelque chose de purement scientifique. Ce principe de cause et d'effet nous fait prendre conscience qu'une petite pensée peut avoir une grande conséquence. Par exemple, prenons l'exemple d'une personne qui décide aujourd'hui de devenir une nouvelle personne, heureuse, altruiste et aimante. Une personne qui réussit. À partir d'aujourd'hui, cette personne se bombarde l'esprit de pensées positives et rejette toutes celles négatives. Elle commence à méditer régulièrement et à se familiariser avec ce type de pensée. Ses relations autour d'elle s'améliorent, car elle devient aimante et gentille avec autrui, et cela se ressent. La communication entre elle et ses proches, ses amis et toutes autres personnes, se facilite de jour en jour. Les opportunités se multiplient, elle est en meilleure santé, et elle avance vers ses objectifs jour après jour. En quelques mois, elle a totalement changé sa personnalité d'avant, qui était anxieuse et aigrie. Elle est devenue une personne aimante et joyeuse, et cela se voit sur elle et se répercute dans sa vie de manière générale. Cette personne a actuellement réussi, et cela a commencé par un changement intérieur. Il faut comprendre que nos pensées sont la base de nos actions quotidiennes, de nos relations avec les autres et de nos résultats. En changeant notre façon de penser, nous changeons nos actions, nos choix et nos habitudes, et cela se répercute à l'infini, que ce soit sur notre santé, notre travail, nos finances, notre entourage et notre vie de manière générale. S'il y a bien une phrase à retenir, c'est que votre monde intérieur est le reflet de votre monde extérieur.